Je reviens pour ajouter un complément là-dessus, c'est que ce dispositif permet en particulier d'introduire la géométrie de l'emballage. Vous avez vu, longueur, largeur. On pourrait parler d'un cylindre également. Donc, on peut avoir une idée en fait de la progression de la réaction au sein même du volume de l'emballage. C'est des techniques qu'on appelle par éléments finis et qui sont très utilisées dans le domaine de la conception de la mécanique. Alors, il y a le deuxième cas, c'est le cas des transferts d'eau, qui est aussi évidemment une problématique de conservation non négligeable. Et souvent, en fait, c'est le cas des produits sensibles à l'eau. Ça peut être des produits qui sont sensibles au gain d'eau, au gain d'humidité, ou bien sensibles à la perte d'humidité. En gros, on va humidifier, on va dessécher. Donc, à ce moment-là, le facteur limitant, c'est souvent une évolution en termes de texture, un cake qui devient sec, ou bien un petit lus, un petit beurre qui devient humide, ou bien l'apparition de moisissures, par exemple, sur une génoise, où on est déjà dans des activités de l'eau assez élevées, on peut avoir apparaître des moisissures. Ces évolutions sont généralement reliées à l'évolution de l'activité de l'eau du produit. L'activité de l'eau, c'est le rapport de pression partielle d'eau. L'activité de l'eau du produit est reliée à sa teneur en eau par le biais d'une courbe qu'on appelle l'isotherme de sorption, par une relation M, et en gros, teneur en eau égale fonction de l'activité de l'eau. On peut ainsi définir des états critiques du produit par le couple de données activité de l'eau, teneur en eau. Je suis à un état donné, je peux le caractériser cet état par une activité de l'eau, une teneur en eau. Et dans la plage entre l'état initial et l'état final, qui n'est quand même pas une plage très très importante, je dirais, sinon on a des écarts qui ne sont pas acceptables. Dans ces écarts-là, dans cette plage-là, souvent en fait, notre courbe d'isotherme peut être associée, assimilée en fait à une droite. Et ça c'est pratique quand on veut faire un peu de prédiction. Et à ce moment-là, on a une relation teneur en eau égale fois activité de l'eau plus un coefficient. Et l'activité de l'eau dépend de la formulation du produit. Donc là encore, si on sait formuler le produit, si on sait aussi prédire la formulation du produit, enfin l'activité de l'eau par la formulation, c'est intéressant. Là encore, l'emballage est défini par son coefficient de perméabilité à vapeur d'eau, son épaisseur, sa surface d'échange. Les conditions de conservation sont définies par la température extérieure et l'humidité extérieure. Ici, on est à 50% d'humidité et puis on est peut-être à 22 degrés. C'est ça qui va aussi impacter la conservation. La durée de vie des produits emballés et conservés, c'est le temps ayant permis le gain ou la perte d'eau entre l'état initial et l'état final, qu'on est considéré comme critique. J'ai atteint une texture inacceptable, j'ai modifié une couleur, etc. Donc le temps, cette durée de vie est donc fonction de l'état initial, de l'état final, de la perméabilité, de la surface d'échange, du poids produit, des conditions de conservation. Voilà. Bon. Sans rentrer dans le détail, vous avez un exemple de relation mathématique, je dirais, qui en fait met en relation la durée de vie par le gain d'eau en fonction des caractéristiques produits, des caractéristiques d'emballage et des caractéristiques de conservation. Donc tout ça, on peut le rentrer dans une formule mathématique, dans un modèle. Alors l'application, un exemple, les snacks apéritifs sont des choses qui sont des éléments qui sont assez secs. Donc ils vont avoir tendance à prendre de l'eau. Si on est dans des conditions de 50% d'humidité, avec une température de 23 degrés, pour un film relativement barrière, vous avez l'expression de la perméabilité 0,01 g par jour, c'est quand même plutôt très barrière. La durée de vie peut être estimée par le calcul à 720 jours. C'est une donnée. Voilà. Par contre, si c'est le même emballage, avec ces mêmes produits, on les met dans des conditions de 90% d'humidité et 38 degrés de température, c'est-à-dire en gros, on est, je ne sais pas, à l'île de la Réunion ou en Martinique, de façon constante, eh bien notre durée de vie, elle est diminuée à 103 jours. Voilà ce que nous donne le calcul. Là en cours, c'est un outil de prédiction. C'est-à-dire en gros, regardez, il y a un facteur 7 entre ces conditions de conservation et ces conditions-là. Après, il faut évidemment peut-être vérifier, mais c'est un élément. Si l'objectif, par exemple, c'est de donner une durée de vie supplémentaire, au lieu de 720, on veut 900 jours, toujours à 50% d'humidité et 23 degrés, eh bien, le calcul permet de nous dire il faut passer d'une épaisseur de 20 microns du film à une épaisseur de 25 microns. Voilà un indicateur, un outil de décision également intéressant. Et si dans les mêmes conditions, la surface d'échange est divisée par 2 et le poids sec de produit divisé par 3, imaginons que notre cake ou nos snacks, par exemple, on les coupe. On veut présenter des tranches, au lieu de présenter un sac de snacks de 200 grammes, on veut en présenter des petits sacs de 20 grammes.
eh bien, on a modifié le poids, on a modifié les surfaces d'échange, etc. Et la durée de vie est abaissée à 480 jours. Voilà un outil intéressant de décision. Hein. Donc le principe, pour prédire cette durée de vie, on part de l'activité de l'eau initiale de notre état du produit que l'on considère comme optimal. On va caractériser l'état critique que l'on va placer donc sur la pente de l'isotherme de sorption, donc qui représente une relation entre l'activité de l'eau et finalement une quantité d'eau. Le schéma général de l'outil prédictif que nous avons mis en place donc, se base sur ces paramètres-là produits en termes de masse sèche, de teneur en eau, d'activité de l'eau, qu'on va pouvoir déterminer soit par des mesures expérimentales, par des mesures sensorielles et physico-chimiques pour déterminer l'état critique, en relation avec l'isotherme de sorption, qui là, de la même manière, soit pourra être déterminé de manière expérimentale, soit de manière prédite, avec quelques modèles qui existent à ce sujet-là. On va choisir nos conditions environnementales, de température, d'humidité relative, et on va rentrer nos caractéristiques emballage, en termes donc de coefficient de perméabilité, d'air de surface, d'épaisseur du film. Là encore, ces données-là, soit on va pouvoir les avoir directement de la part du fournisseur, soit on les mesurera, on les caractérisera nous-mêmes. Et après, une fois qu'on a toutes ces données d'entrée, on rentre ça dans notre modèle, qui est composé de 4 équations. Et de manière très schématique, pour le même produit, en fonction, là par exemple, la clé de tri a été la perméabilité de l'emballage. Pour une perméabilité très très faible jusqu'à très élevée, pour une tranche de cake, on peut passer du temps nécessaire pour atteindre notre état initial jusqu'à notre état critique de 94 jours, donc à peu près 3 mois, jusqu'à 1 jour, pour un film qui est extrêmement perméable à l'eau. Donc ces outils que l'on tente de développer de plus en plus et de valider doivent vraiment être considérés comme des outils d'aide à la décision, pour connaître a priori l'influence de modifications de différents paramètres sur la conservation du produit. On peut l'utiliser donc en screening rapide de différentes solutions. On va pouvoir faire varier les caractéristiques du produit en termes de formulation, les caractéristiques de l'emballage. Et tout ça, comme ça, va nous permettre de gagner du temps, encore une fois. C'est toujours le nerf. Et pour optimiser cette conservation et la maîtrise donc, de la qualité du produit tout au long de sa durée de vie. Voilà. Merci de votre attention.